européen sur l'emploi, il est logique. Parce que ce qui frappe quand on regarde l'Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a un taux de chômage d'environ 11% en moyenne, 12% dans la zone euro, 20-25% dans certains pays. Si on regarde le chômage des jeunes, c'est même encore plus. Donc il y a un vrai grave problème économique, social, avec ce taux de chômage très très élevé. Et en même temps, ce qui frappe aussi, c'est que la France est à peu près dans la moyenne en taux de chômage, et l'Allemagne est à 5%. Et donc là aussi, il y a très certainement une dimension européenne à cette crise, au remède à la crise. Ça, nos intervenants vont pouvoir nous dire laquelle. Dans les causes de la crise, d'une part, puis dans les remèdes à la crise. Mais il y a sans doute également, je voulais le dire en préambule, une dimension nationale qu'il ne faut sans doute pas perdre de vue. Alors je dis cela en voyant arriver Pervenche Berès, que je salue, et son arrivée va me permettre de céder maintenant la parole, puisque les intervenants de la première table ronde sont maintenant tous là. Donc je cède la parole à Alexis Poulain, le directeur de ReactiveFrance.fr, qui a bien voulu animer cette table ronde, ainsi qu'aux trois autres intervenants qu'il nous présentera. Je vous remercie de votre attention. Et je nous souhaite un bon débat. Je vais inviter les membres de la table ronde sur l'emploi à joindre à moi. Pervenche Berès, députée européenne. On attend également Sofia Fernandez. Qui est chercheuse chez Notre Europe, et puis Lynn Bentley, qui est chef de projet international à la faculté des métiers de l'Essonne. Moi, responsable de Reactive France. Excusez-moi, j'ai un peu perdu ma voix. Je suis pas sûr, j'ai pas trop crié lors des manifestations aujourd'hui à Bruxelles du Comité européen syndicat, qui, comme quoi le débat est d'actualité. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'a donné Yves sur l'emploi en Europe, peut-être le nombre de chômeurs sur les 26 millions sans emploi, le vrai problème de chômage des jeunes, un problème des jeunes qui sont parfois sans emploi, parfois sans diplôme, en dehors de formation. C'est pour ça qu'il est à cette table pour parler aussi de l'apprentissage, de la formation, des moyens de donner des emplois aux jeunes. Et puis aussi de voir sur les débats liés à la mondialisation. Pascal Lamy en parlait hier, un salaire minimum, travailler à moins d'un salaire minimum, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ça la mondialisation? Est-ce que les pays européens peuvent se mettre d'accord, sachant que même l'Allemagne, qui aura un salaire minimum en 2015, a des exceptions à ce salaire minimum. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun des intervenants va parler pendant 5 minutes à peu près pour faire acte de leur prise de position, et puis ensuite ce sera un échange de questions-réponses. Je prendrai des questions de la salle et vous pourrez directement discuter avec nos panélistes. Je passe la parole à Mme Berès. Merci, merci à toutes et à tous d'être avec nous là ce soir pour ce débat. Merci au mouvement européen et à notre Europe, l'Institut Jacques Delors, pour rentrer dans le vif de ce qui va être un des sujets importants de cette campagne. Je ne reviens pas, vous l'avez dit, sur les chiffres, mais enfin quand même, ces chiffres disent que la question de l'emploi va être la préoccupation principale des Européens lorsqu'ils vont se rendre aux urnes le 25 mai prochain. En rappelant que cette élection se joue en un tour et non pas en 2 tours comme nous avons l'habitude dans notre pays. Ces chiffres indiquent que même si certains ont l'impression que la crise est derrière nous, en réalité cette dimension dans l'emploi est totalement présente. Donc on ne peut pas dire que la crise soit terminée. Elle est là de manière frappante, avec deux écarts qui sont très significatifs. D'abord l'écart entre les jeunes et ceux qui sont en âge de travailler, et enfin, la moyenne de ceux qui sont en âge de travailler,
d'une part, et d'autre part entre les pays de l'Union européenne en général et ceux de la zone euro. Et on observe qu'au sein de la zone euro, il y a une situation qui est plus tendue qu'en dehors de la zone euro, donc on ne peut pas passer ça sous silence, et il faut le traiter, il faut regarder comment est-ce qu'on le traite. Sur l'écart entre les jeunes et les autres, moi je me dis toujours que le taux de chômage des jeunes est structurellement plus important que celui de la moyenne de la population en âge de travailler, pour une raison très simple, c'est que les jeunes, en rentrant sur le marché du travail, cherchent du travail, et donc ils commencent par être chômeurs, donc ils n'ont pas d'emploi. Et donc c'est le fait que le taux de chômage des jeunes soit plus important que celui de la moyenne des gens en âge de travailler, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le niveau atteint. Et c'est parce qu'on est rentré dans une structure du chômage de manière très différente, avec un chômage qui s'installe comme un chômage structurel, que les taux atteints, s'agissant du chômage des jeunes, sont des taux tout à fait inquiétants, que ce soit en valeur absolue ou en termes de progression. Face à ça, moi je crois qu'il y a des embryons de pistes qui ont été initiés dans cette mandature, mais très franchement, je pense que beaucoup doit être modifié pour qu'on puisse radicalement aborder cette question. Je prendrai un seul exemple, qui est lorsque le traité de Lisbonne a été adopté, il comporte un article qui dit que l'Union européenne, lorsqu'elle mène des politiques, doit les mener en regardant l'impact de ces politiques en termes d'emploi. Et en réalité, cet article du traité n'est jamais utilisé. Ce qui veut dire que quand on réforme le pacte de stabilité, par exemple, on ne regarde pas quel effet ça va avoir en termes d'emploi. Quand on envoie la Troïka en Grèce ou au Portugal, pas plus que ça, on regarde l'effet que ça va avoir en termes d'emploi. Or, on sait que la première conséquence de l'intervention de la Troïka dans ces pays a été de détruire des emplois. Et de la même manière, et c'est pour moi ce qu'il y a de plus significatif, lorsque l'on réforme le système bancaire, on ne lui impose pas de regarder comment les investissements financés vont créer ou pas de l'emploi. Or, on a vécu pendant très longtemps, me semble-t-il, dans un espèce de mythe qui est de dire favorisons la croissance et l'emploi viendra. Or, toute la période qui précède le déclenchement de la crise, date 2007-2008, démontre que ça n'est pas vrai. Puisque avant la crise, l'Europe est en sous-emploi, alors qu'elle connaît une période de croissance dont on nous disait qu'elle était dans les limites de ce qui était nécessaire pour créer de l'emploi. Ce qui signifie que la question de la création d'emplois doit relever d'abord de politique active de l'emploi et ensuite d'approche très volontariste dans le pilotage des politiques économiques. C'est pour ça que, comme présidente de la Commission emploi et affaires sociales, je me suis battue et j'ai combattu tout au long de ce mandat pour que la question sociale soit traitée au cœur des questions économiques et ne soit pas considérée comme un solde des questions économiques. Après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Honnêtement, je pense que M. Barroso, le président sortant de la Commission européenne, n'avait aucune volonté de traiter cette question comme une question prioritaire. Le candidat que je soutiens à la présidence de la Commission, Martin Schulz, dit toujours « La génération de nos parents est une génération qu'on a mobilisée après la Seconde Guerre mondiale pour offrir un avenir aux enfants de cette génération. » Et au fond, aujourd'hui, nous avons demandé un effort aussi important à la génération active, mais non pas pour proposer un avenir meilleur à nos enfants, mais pour sauver les banques. Et c'est pour ça que cette articulation entre la façon de sauver les banques et leur contribution au financement de l'économie réelle et à la création d'emplois me semble un sujet tout à fait essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles, comme vous le savez sans doute, je soutiens très fortement cette proposition d'une taxation des transactions financières
qui peinent à voir le jour, mais sur lequel, je pense, il ne faut pas lâcher. Je ne vais pas être trop longue, puis on va avoir l'occasion de débattre de tout ça au cours de l'échange. Mais pour moi, il y a, si je dois résumer, de manière un peu arbitraire, parce que toute proposition en écarte d'autres, je voudrais vous proposer un décalogue de ce qui devrait être fait à l'échelle européenne pour favoriser la reprise de l'emploi. D'abord, et c'est vraiment la clé de voûte, recréer une capacité d'investissement grâce à l'union bancaire. On y reviendra dans le débat là aussi si vous le souhaitez, mais aujourd'hui les conditions d'investissement dans l'ensemble de l'Union européenne ne sont pas suffisantes, alors même que les taux d'intérêt sont très bas, les banques ne prêtent pas aux entrepreneurs, et donc on a un déficit d'investissement très important. La deuxième proposition qui est importante, c'est la mise en place et la montée en puissance effective de la garantie jeunesse. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes beaucoup battus au Parlement européen, que nous avons obtenu, qui est là, et qui appelle maintenant que sur le terrain, les acteurs s'en servent pour permettre à des jeunes en situation d'échec de retrouver le chemin de la mobilité, de la formation ou d'un emploi. La troisième proposition, c'est évidemment de proposer que nous nous mobilisions vraiment pour nous servir des fonds européens tels qu'ils existent. Moi, je suis très frappée de voir que la France et ses membres au Parlement européen se sont beaucoup battus pour sauver, par exemple, le fonds d'ajustement à la mondialisation, qui vient accompagner des travailleurs lorsqu'ils sont en transition à la suite de la fermeture d'un site. Et notre pays est un de ceux qui utilisent le moins ce fonds, alors même qu'il permet d'accompagner des travailleurs qui sont licenciés massivement sur un site industriel. Donc je nous propose de nous mobiliser pour utiliser vraiment cet argent. Quatrième proposition, reposer la question de l'investissement dans l'éducation et dans la formation, ce qui suppose qu'on rouvre le débat sur la façon dont on compte l'investissement dans le domaine de l'éducation et de la formation. Est-il normal qu'alors qu'on demande à chacun d'être formé, qu'on sait que c'est vraiment ce que les Européens doivent faire en priorité, que lorsque le commissaire responsable de l'euro compte le déficit public, ces dépenses soient inscrites comme une dépense alors que c'est un investissement. Il y a là une vraie question sur laquelle il nous faut ouvrir un chantier. Cinquième proposition, et là-dessus, dans le Parlement sortant, grâce à la majorité progressiste, donc autour des propositions socialistes, nous avons pu faire des propositions qui ont besoin d'être transformées. Lorsque une entreprise est victime d'une restructuration, nous devons avoir une association des travailleurs, une capacité d'information, de consultation en amont pour encadrer les restructurations d'entreprises. Sixième proposition, établir une meilleure coopération entre les services publics de l'emploi et sans doute revisiter l'efficacité des services publics de l'emploi, parce qu'on sait très bien que souvent ça fonctionne comme un guichet où on vient pointer, mais pas tellement comme une structure dynamique pour vous accompagner dans la reprise vers l'emploi. Septième proposition, innover dans l'économie verte. Nous savons bien que c'est dans ce type d'économie, dans ce type d'investissement, que de nouveaux emplois pourront être créés et que nous devons le soutenir. Huitième proposition, vous en avez parlé, c'est la question de la mise en place d'un salaire minimum dans chacun des États membres. C'est une proposition qui, heureusement, commence à devenir réalité en Allemagne. C'est un point sur lequel le SPD a arraché une victoire dans la négociation de son accord de grande coalition avec la CDU. Ça a été un des deux points majeurs. Le deuxième point, je vais en parler dans un instant. Et une fois, je pense que ça deviendra réalité en Allemagne, alors la possibilité d'imposer
qu'au minimum, au sein de la zone euro, un tel salaire minimum voit le jour, même s'il y a ensuite un débat sur le niveau du salaire minimum. Mais enfin, tout de même, quand on aura le principe, on aura déjà franchi une étape tout à fait essentielle. Neuvième proposition, elle est assez novatrice, elle fera débat, mais je pense que nous devons aller vers la définition d'une indemnité chômage minimum à l'échelle européenne, y compris parce que nous avons besoin que pour les Européens, il y ait la montée en puissance d'une protection sociale européenne minimum. Alors vous allez me dire, c'est pas une mesure en faveur de l'emploi, mais enfin c'est quand même une mesure importante lorsqu'on parle des enjeux en termes d'emploi à un moment où le chômage est si important au sein de l'Union européenne. Et puis dernier point, c'est la clé de voûte sans doute de tout ça, c'est qu'il faut rééquilibrer la gouvernance de l'Union européenne en faveur de l'emploi, c'est-à-dire vraiment faire de la question de l'emploi une priorité, et encore une fois ne pas considérer que cela va de soi dès lors qu'on a favorisé une reprise de la croissance. Et dans cet esprit-là, la proposition phare que je porterai dans cette campagne conduit à demander un rééquilibrage des traités pour que la question sociale soit traitée à égalité ou même au-dessus de la question de la libre circulation et des lois du marché intérieur. Je dis ça parce que, et je m'excuse de rentrer un tout petit peu dans une approche un tout petit peu plus technique peut-être, mais ce rééquilibrage du traité est indispensable car sinon à chaque fois que la Cour de justice est saisie, eh bien elle fait prévaloir les lois du marché intérieur et elle conduit à détricoter le modèle social, alors même que je ne pense pas que nous retrouverons le plein emploi par un détricotage des droits sociaux ou par un espèce de cercle vicieux qui en fait serait une nouvelle forme de dumping social. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons nous mobiliser pour obtenir ce rééquilibrage des traités, car sinon l'Union européenne se détourne des citoyens et ne remplit pas ses objectifs qui doivent être des objectifs au service de l'emploi. Mais ça ne vous étonnera pas si je vous dis que tout ça suppose tout de même qu'au Parlement européen et qu'à la Commission, nous ayons une autre majorité politique que celle qui est aujourd'hui en place. Merci. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Lynn Bentley, qui est chef de projet sur la mobilité à la faculté des métiers de l'Essonne. Bonsoir. Je travaille à la faculté des métiers de l'Essonne qui se trouve ici à Évry, au bras de fer. Nous avons deux autres écoles, une à Bandoufle et une à Massy. Dans notre faculté, il y a 3000 apprentis, des tout petits 14-15 ans pré-apprentis jusqu'à bac plus 5. Nous avons également un service de formation continue où 3400 demandeurs d'emploi et salariés sont formés tous les ans. Et nous accompagnent également une centaine de personnes. Ils sont accompagnés par notre mission handicap. Nous créons également des formations pour ce public spécifique. 80% de nos jeunes en sortant de notre faculté signent un contrat CDI. Et nous avons 80% de résultats positifs à l'examen. Et ce qui est tellement triste, que ces personnes connaissent notre faculté, les personnes ici, personne n'a visité, c'est tellement triste pour moi que l'apprentissage n'est pas valorisé à sa juste niveau. Tous les ans, depuis 20 ans, des centaines de jeunes partent à l'étranger grâce à l'Europe. Europe permet que les apprentis ont le droit pendant leur cursus de passer 15 jours à l'étranger en séjour professionnel. Ces séjours professionnels sont très encadrés par le service académique. 80% des activités pendant ces séjours sont étroitement liées à leur référentiel, à leur secteur d'activité et 20% culturel. Ces séjours
se font grâce à la politique et au financement du Conseil régional Île-de-France, Fonds social européen et la faculté des métiers. Ces expériences pour ces jeunes apprentis, donc les tout petites CAP jusqu'au BTS, licence pro, etc., cette ouverture sur l'Europe est inestimable. L'expérience de ces jeunes qui partent, c'est incroyable. Il y a des jeunes qui ne sont jamais partis de 91, il y a toujours un jeune qui n'a jamais pris l'avion, il y a toujours un jeune qui ne veut pas aller sous la Manche. C'est une expérience fabuleuse pour eux. Et cette ouverture est... Les jeunes, très souvent à l'étranger, sont en binôme avec les jeunes du pays dans lesquels ils sont accueillis. En décembre, j'ai accompagné des jeunes cuisiniers CAP-BP à Saint-Alban, nord de Londres, nouvel partenariat. Le niveau d'anglais des Français s'est réputé de ne pas être très élevé. Des CAP, vous pouvez imaginer le niveau de leur anglais. Mais en cuisine, ensemble, en binôme avec un autre Européen, la parole, la langue n'est pas importante, c'est ce qu'ils ont dans les mains. Qu'ils aillent en Norvège, pas l'Europe, mais en Finlande, les chaudronniers en entreprise, en binôme, avec les apprentis du Nord, pas besoin de langue. Un apprenti se rend compte, ce qu'il fait dans un autre pays européen, ils sont tous pareils. Ils ont les mêmes langages, ils ont les mêmes actes, ils ont les mêmes impatiences. C'est une expérience fabuleuse. Et je veux partager ça avec vous. La faculté des métiers est ouverte à tout le monde. Vous pouvez venir, nous avons des vitrines tout le long de nos bâtiments où vous pouvez voir tous les ateliers en passant. Et nous avons un restaurant d'application où vous pouvez venir manger des repas gourmets, etc. Et venez voir la faculté, il est à votre porte et très peu de gens le connaissent. Il faudrait que je vais faire un tour. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Sylvia Fernandez, qui est chercheuse en affaires économiques et sociales chez Notre Europe, à l'Institut Jacques Delors, qui va nous dire quelques mots sur l'emploi en Europe. Merci beaucoup et bonsoir à tous. 5 minutes pour parler de l'emploi, c'est effectivement très peu, donc je vais essayer de toucher quelques propos et après nous pourrons aller plus dans le détail sur certains points. Mais en introduction, je voulais souligner deux questions surtout. Et la première est que je pense quand on parle de la question de l'emploi en Europe et du rôle que peut ou doit jouer l'Union européenne sur ce sujet, je pense qu'il faut avant tout souligner une dichotomie qui est celle entre la dichotomie entre ce que l'on peut attendre de l'Europe dans ce domaine et les pouvoirs et les instruments qu'elle a pour intervenir dans ce domaine. Parce qu'en effet, il faut souligner, je pense d'entrée de jeu, que l'emploi est une responsabilité nationale. Et est une responsabilité nationale avant tout parce que selon les traités c'est une compétence des États membres. Les États membres ont transféré de nombreuses compétences à l'Union européenne, notamment dans le domaine de l'agriculture, la politique monétaire entre autres, mais dans le domaine de l'emploi ce sont les États membres qui sont maîtres de leur politique de l'emploi, comme pour les affaires sociales. L'Union européenne dispose de certains instruments pour intervenir, notamment la législation sur certains sujets précis, des instruments financiers à travers les fonds communautaires ou aussi la coordination. Donc elle peut donner des orientations aux États membres dans le domaine de l'emploi. Mais il est important de souligner que ces compétences sont limitées et je pense que c'est naturel aussi que ce soit dans le sens où quand on parle, par exemple, aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur le chômage en Europe qui est beaucoup trop élevé, mais il est important de souligner que les États membres sont dans des situations très différentes. En moyenne, en Europe, il y a 11% de chômeurs. Si on voit en France, on est au niveau de la moyenne européenne, 11%, mais en Allemagne, ce taux est de la moitié de celui de la France, environ 5%, et si on regarde l'Espagne, le chômage est 2 fois plus élevé qu'en France. Donc les situations nationales sont différentes. Les politiques, pour y répondre, sont aussi différentes et donc ce sont les États membres qui doivent en premier lieu agir et faire face à ce problème. Mais bien sûr, dire cela ne veut pas dire que l'Union européenne doit se décharger de cette responsabilité. Bien sûr que non. L'emploi est une responsabilité nationale, mais doit être une priorité de l'Europe. Et nous avons bien sûr
de nombreux arguments pour justifier pourquoi l'emploi doit être une priorité pour l'Union européenne. J'en soulignerai 4 très rapidement. Avant tout, parce que Madame Beras a cité un article du traité, la clause sociale horizontale, qui dit qu'effectivement les États membres doivent prendre en considération l'impact sur l'emploi et les politiques sociales de toutes leurs initiatives. Et l'article 9 du traité, dans les objectifs qu'il fixe à l'Union européenne, il établit aussi qu'un des objectifs est la promotion d'un niveau d'emploi élevé. Donc ça fait partie des objectifs que l'Union européenne s'est attribué dans le traité. Première raison, mais bien sûr, ce n'est pas que pour cela, c'est qu'en Europe, on a créé et on continue de développer ce grand marché unique avec une intégration économique qui se traduit par plus de libéralisation, mais cette intégration, elle doit reposer, ce marché unique, il doit reposer sur 2 jambes, donc cette libéralisation, et comme le disait Madame Beras aussi, sur la protection des droits sociaux, des acquis sociaux, des standards sociaux dans chaque État membre, afin de limiter la concurrence sociale qui peut avoir lieu entre les États membres pour éviter cette concurrence vers le bas entre les pays. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui est assez d'actualité, la question du détachement des travailleurs. Ça fait beaucoup de bruit en France et dans d'autres pays, mais particulièrement en France, parce que on voit qu'en France, ceci pose particulièrement problème, en partie parce que les charges sociales sont élevées, et donc comme le salaire et celui du pays d'accueil, mais les charges sociales sont celles du pays d'origine, cela pose un problème dans les pays qui ont des charges sociales plus élevées. Mais ce qui pose en fait le problème, notamment dans ce domaine du détachement des travailleurs, n'est pas la règle en soi, mais plutôt le fait que cette règle soit contournée. En fait, les situations, cette directive qui a été adoptée dans les années 90, aujourd'hui, les entreprises ont trouvé différents moyens de la contourner et donc d'avoir des situations illégales de travailleurs détachés, de faux travailleurs détachés, ou d'avoir des entreprises boîtes aux lettres, et donc de bénéficier de ce statut. Et donc ça crée des tensions en fait entre les pays d'accueil et les pays de départ. Donc il y a cette concurrence sociale qui doit être limitée en Europe, et pour cela l'Europe doit donc développer cette dimension sociale. Le troisième point, la crise, forcément, Madame Beras l'a dit, cette crise a de fortes conséquences sociales, la forte hausse du chômage. Je suis portugaise, donc forcément dans les pays sous programme, on sent particulièrement ces conséquences de la crise en termes de chômage, mais aussi de baisse salariale, de perte de pouvoir d'achat, d'augmentation des inégalités, du taux de pauvreté. Et forcément, si je prends l'exemple de mon pays, le Portugal a adhéré à l'Union européenne, à la communauté économique européenne à l'époque en 86, et pendant plus de 20 ans, l'Europe a été synonyme de prospérité pour les Portugais. Grâce à l'Europe, le Portugal s'est beaucoup développé, on a reçu des fonds communautaires. Donc, moi, encore, ma génération a une image très positive de l'Europe, mais aujourd'hui, l'Europe au Portugal n'est plus synonyme de prospérité. Aujourd'hui, l'Europe est synonyme d'austérité. Aujourd'hui, l'Europe au Portugal, c'est la Troïka. Et donc, cette nouvelle image qui s'est développée dans la crise dans certains pays, en particulier dans les pays sous programme, ça va laisser des cicatrices, et il faut retourner cette situation, parce que l'Europe, malgré tout, elle continue à donner des fonds communautaires aux différents pays du Sud, de l'Est. Donc l'Europe, c'est toujours la solidarité. Mais il faut réussir à prendre le dessus sur cette image de l'Europe, de l'austérité qui a été nourrie pendant cette crise. Et donc faire face aux conséquences sociales de cette crise. Et le quatrième point, ce n'est plus dans le domaine économique et social, mais une question politique, c'est de dire les citoyens ne peuvent pas soutenir ce projet européen s'il n'est pas synonyme de prospérité, s'il porte atteinte à leur état-providence, au modèle social de chaque pays. Donc il faut que l'Europe soit synonyme de prospérité et qu'elle puisse être ainsi perçue par les citoyens pour avoir leur soutien et pour éviter la montée des populismes. Enfin, on le voit actuellement, peut-être on ne sait pas encore quels seront les résultats des élections européennes, il y a des craintes, mais ce qu'il faut, c'est que, quel que soit le résultat, que les élections, un nouveau Parlement européen, une nouvelle Commission, ce soit un nouveau départ pour l'Europe et qu'on tourne la page de cette Europe de l'austérité. Et j'en viens donc à mon troisième point, je m'excuse, je pense que j'ai dépassé mes 5 minutes, mais je vais être assez rapide parce qu'au final, ce que je voulais dire rejoint en grande partie ce que Madame Beras a présenté. Donc je voulais signaler 3 points principaux des domaines dans lesquels l'Europe doit apporter une contribution pour l'emploi en Europe.
Mon premier point était la croissance. Je sais bien que Mme Berès a souligné, et à juste titre, qu'avant la crise, il y avait de la croissance et ce n'était pas forcément, c'était pas une croissance génératrice d'emplois. Effectivement, la croissance n'est pas une condition suffisante à la création d'emplois, mais je pense que, enfin, c'est une condition nécessaire. Donc, n'étant pas suffisante, elle est nécessaire. Donc, nous avons besoin de croissance, de relancer la croissance après ces années de récession ou de croissance lente dans la majorité des pays de l'UE. Il faut de la croissance et l'Europe a un rôle très important à jouer là-dessus. Madame Berès l'a bien souligné, la question du financement aux entreprises, de l'union bancaire. Il faut que les entreprises aient accès au crédit pour pouvoir créer des emplois. Et encore une fois, excusez-moi, je cite l'exemple de mon pays. Les entreprises portugaises empruntent en moyenne à 6% sur le marché, les entreprises allemandes à 3%. C'est clair qu'il y a un problème et ce n'est pas comme ça que les entreprises portugaises pourront créer de nouveaux emplois pour les travailleurs portugais. Donc il y a cet enjeu, à ce niveau-là, l'Europe avance avec l'union bancaire, un nouveau mécanisme de résolution des crises bancaires pour que ce soit les banques qui payent pour leurs erreurs, pour qu'on ait un système bancaire dont l'objectif principal ne soit pas la spéculation et le profit, mais que ce soit vraiment être au service de l'économie réelle. Il y a aussi cette balance entre l'assainissement budgétaire et la croissance. Mme Berès l'a bien souligné, il faut réorienter. On a eu au cours de ces dernières années l'accent qui a été mis pratiquement exclusivement au début de la crise sur l'austérité. On a eu un tournant en 2012 avec le pacte pour la croissance et l'emploi. On a commencé à mettre l'accent sur la croissance et maintenant il faut continuer. L'assainissement budgétaire est certainement nécessaire dans de nombreux pays qui sont surendettés. La question est le rythme. On ne peut pas trop en demander, sinon cette austérité, cet assainissement budgétaire a un cercle vicieux, un effet récessif. Et donc, si la croissance diminue, la dette en pourcentage du PIB ce ratio ne peut pas s'améliorer. Et le troisième point, le marché unique. Je pense il faut mettre l'accent là-dessus. C'est une source endogène de croissance pour l'Europe. Il y a certains domaines encore où il y a beaucoup de progrès à faire, notamment le marché unique du numérique. De nombreuses études, notamment une étude de la Commission, soulignent le potentiel de la conclusion du marché unique du numérique dans la création d'emplois. Il y a des chiffres, notamment en 2015, on pourrait avoir 900 000 emplois supplémentaires si on avance dans la création de ce marché unique du numérique. Et ce marché unique du numérique pourrait être porteur de 4% de croissance additionnelle d'ici 2020. Donc ce sont des pistes, et il faut avancer dans ces domaines, et là l'Europe peut apporter cette contribution pour la croissance dans les États membres. Le deuxième point est bien sûr les mesures d'accompagnement, Mme Berès en a déjà parlé, les fonds structurels, le fonds européen d'ajustement à la mondialisation, la garantie pour la jeunesse. Bien sûr, ce sont des initiatives que l'Europe a mis en place et elles sont très importantes, il faut les souligner. Mon troisième point est la mobilité. Je m'excuse de souligner cette question. J'ai l'impression, ce sentiment que parler de la mobilité est devenu presque un sujet tabou aujourd'hui. Et voilà, excusez-moi encore une fois, je suis portugaise et donc je sais au Portugal il y a beaucoup de jeunes qui partent et bien sûr il y a le risque de la fuite des cerveaux, la fuite des jeunes, mais je pense qu'on ne peut pas tomber dans cet extrême de ne plus parler de la mobilité ou d'en avoir peur. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la mobilité est un des grands succès de l'Europe. Les programmes de soutien à la mobilité, la possibilité de travailler, de vivre dans un autre pays, c'est quand même une des réussites de l'Europe. Et par exemple, dans ce nouveau cadre financier, dans le nouveau budget européen pour 2014-2020, alors que toutes les dépenses, la plupart des dépenses ont été diminuées, le programme Erasmus+, de soutien à la mobilité des étudiants, des travailleurs, des apprentis, ce budget Erasmus+, a été augmenté de 40% sur cette période. Donc c'est un signe aussi que le rôle de l'Europe dans ce domaine de la mobilité, de faire en sorte que cette mobilité se fasse dans de bonnes conditions. Et donc on a ces programmes d'aide à la mobilité, mais aussi la question de la portabilité des droits, que quand quelqu'un décide d'aller travailler dans un autre pays, et bien que s'il avait droit au chômage dans son pays, qu'il puisse avoir ce droit dans ce nouveau pays, enfin s'il part et qu'il décide de revenir 6 mois, qu'il n'ait pas perdu ses droits, ou le droit à la retraite et la retraite complémentaire. Voilà, il faut assurer que cette mobilité se fait dans de bonnes conditions. Il y a... Et voilà, il y a effectivement, comme on l'a déjà rappelé, 26 millions de chômeurs en Europe, mais il y a aussi 2 millions de postes vacants, et les études de la Commission montrent qu'il y a un écart croissant entre les pays du Nord, où il y a un manque de main-d'œuvre, et les pays du Sud, où il y a bien sûr le taux de chômage croissant en général, et des jeunes en particulier. Et donc je sais que la mobilité ne peut pas être une réponse
structurelle, au problème structurel de ces États membres. Mais aujourd'hui, les pays qui sont dans une crise, qui font face à une crise très grave, en particulier les pays du Sud, on ne peut pas créer à l'instant T des emplois pour tout le monde. Et donc, je pense que ce n'est pas négatif de dire aux gens des pays du Sud que temporairement, il faut aller travailler dans un autre pays. Bien sûr, tout le monde dira oui, mais il faut qu'ils reviennent. Et ça, c'est tout l'enjeu. Mais là, c'est un défi pour l'Europe de créer les conditions, de faire en sorte que dans ces pays, il y ait de la croissance, des entreprises qui recommencent à embaucher pour que ces gens puissent revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais voilà, je pense que dans ce domaine de la mobilité, il y a un rôle qui est joué par l'Union européenne, qui est important et il ne faut pas l'oublier. Je vous remercie. Merci. Écoutez, maintenant, je vais vous proposer de poser vos questions. On a des micros qui vont se balader. Alors, une question. Madame, d'abord. En fait, c'est sur Oui, je voulais m'adresser aux deux personnes qui ont parlé plus de l'Europe que de l'Essonne, puisque je ne suis pas de l'Essonne. Et donc je voulais revenir un petit peu sur toutes les questions que vous avez soulevées et surtout sur les propositions que vous avez formulées. Et il me semblait que dans les deux approches qui sont très semblables, et où on parle à chaque fois de dumping social et de concurrence entre les pays, l'une des questions majeures qui se pose aujourd'hui est l'harmonisation fiscale. Et je pense que ce serait bien de l'ajouter au décalogue, puisque l'harmonisation fiscale, bien entendu, elle a plusieurs aspects, mais la plus urgente pour parer aux difficultés d'harmonisation entre les pays, par exemple, de l'Est de l'Europe et les pays plus avancés de l'Ouest, ce serait de s'attaquer tout de suite à une harmonisation de l'impôt sur la société. Que peut-être les autres impôts seront plus difficilement harmonisables tout de suite, étant donné les différentiels de salaire, de revenus, de développement, etc. Et charges sociales, pareil. Mais j'imagine que sur l'impôt sur la société, c'est assez facile. Et deuxième chose, vous parliez, surtout, Madame, je ne vois pas exactement votre nom, Fernandez, c'est ça. Vous parliez du sentiment de frustration de certains pays du Sud, notamment du Portugal, et j'imagine que vous avez aussi en tête la Grèce, devant la Troïka. Et c'est pour ça que l'Italie s'est tellement battue pour ne pas en arriver là. Pourquoi? Parce que je pense que tout d'un coup, il y avait un corps étranger dans cette Troïka. C'était le FMI. Le FMI a ses règles, a ses façons d'aborder les sujets, et il faut impérativement créer le FMI à l'européenne. Un FMI qui sache, enfin, bien sûr que ce ne serait pas le FMI, mais ce serait un fonds qui comporterait cette dimension unique qui existe dans l'Union européenne, et je dis à chaque fois que je fais une intervention sur les affaires européennes que c'est ce qui me semble le plus fondamentalement différent de tous les ensembles continentaux. Pour l'Union européenne, c'est la solidarité. Personne ne réclame la solidarité comme valeur fondamentale. Les droits de l'homme, les droits de liberté individuelle, tout ça, ça existe ailleurs. Mais la solidarité, c'est typiquement européen. Et ce fonds de solidarité, s'il avait été mobilisé au moment de la Troïka, je suis sûre que ce rejet qui est associé aujourd'hui à l'Europe, et notamment à l'Allemagne, qui n'étant pas satisfaite de ce qui se faisait, est intervenue un peu de façon trop visible. Tout cela, on aurait pu l'éviter si on avait eu ce fonds solidaire européen. Voilà.
Merci, c'est à la fois une contribution et des questions, mais c'est